Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de présentation des notes de cours du chapitre 17, calcul de primitives et d'intégrales. Vidéo consacrée à la dernière section, la section 4 du chapitre, l'intégration des fractions rationnelles à coefficients réels. On ne va pas les intégrer telles quelles, on va les intégrer sous forme décomposée, en éléments simples. On commence par ce rappel. Rappel, décomposition en éléments simples. Et on commence par rappeler ces deux définitions qu'on avait vues dans le sous-chapitre division euclidienne et décomposition en éléments simples du chapitre polynômes et fractions rationnelles, la notion d'éléments simples de première espèce et de deuxième espèce. Première espèce, c'est de cette forme-là. Gamma et alpha sont des nombres, réels ou complexes. Bon, gamma est supposé non nul, sinon l'élément simple lui-même est nul. Alpha représente un pôle, et J, c'est un entier strictement positif. Ces éléments simples, on les avait obtenus en écrivant le développement asymptotique de la fraction rationnelle au voisinage du pôle, pour des indices entiers J compris entre 1 et la multiplicité du pôle. Bon, sauf que pour certains de ces indices, gamma pouvait être nul. Et puis, élément simple de deuxième espèce, c'est quelque chose de cette forme-là. Et cette fois-ci, les quatre coefficients qui interviennent dans cette expression, bêta, delta, b, c, ils sont réels. Bon, à nouveau, un peu comme on a au-dessus supposé que gamma était non nul, ici on suppose que bêta et delta ne sont pas tous les deux nuls, sinon l'élément simple lui-même vaut 0. Et on n'a pas besoin d'en parler. Bon, J, ça n'a pas changé, c'est toujours un entier strictement positif. Mais surtout, point important, le polynôme de degré 2 qui est au dénominateur, x2 plus bx plus c, on suppose qu'il n'a pas de racine réelle. Autrement dit que son discriminant est strictement négatif. Et vous vous souvenez, ces éléments simples de deuxième espèce, on les avait obtenus pour une fraction rationnelle à coefficient réel, en regroupant par paires complexes conjuguées des éléments simples de première espèce associés à des pôles complexes non réels. C'était même un tout petit peu plus compliqué quand vous faisiez cette réduction au même dénominateur. Il fallait ensuite faire une division euclidienne pour, au numérateur, n'avoir que du degré inférieur ou égal à 1. Enfin bref, l'idée c'est qu'en regroupant par paires complexes conjuguées, on se ramenait à des expressions de cette forme-là à coefficient réel. En fait, c'est plutôt la forme première espèce qui a du sens. C'est elle qui fait apparaître la divergence au pôle. C'est elle qui traduit le développement asymptotique au voisinage des pôles. L'expression deuxième espèce, c'est juste pour avoir des coefficients réels et, disons, pour calculer, en l'occurrence dans ce chapitre, pour calculer les primitives. On passe au slide suivant. Et à présent qu'on a rappelé les définitions, on va rappeler le principe de la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles, en se limitant ici aux fractions rationnelles à coefficient réel. Et dans le sous-chapitre décomposition en éléments simples des fractions rationnelles du chapitre polynômes et fractions rationnelles, on avait expliqué que toute fraction rationnelle irréductible, c'est-à-dire sans facteur commun au numérateur et au dénominateur, on ne peut pas la simplifier, peut s'écrire sous la forme de la somme de trois termes. D'abord, une partie polynomiale, qui peut être nulle, qu'on avait appelée la partie entière, et qu'on avait obtenue soit par division euclidienne de P par Q, soit de manière plus concrète, comme le développement asymptotique de la fraction rationnelle à l'infini. Ensuite, une somme d'éléments simples de première espèce, en se limitant au pôle réel. Donc ces éléments simples de première espèce, c'est ce qui constitue la somme des développements asymptotiques aux différents pôles réels, c'est-à-dire aux racines réelles du dénominateur. Et puis enfin, une somme d'éléments simples de deuxième espèce, obtenue à partir des développements asymptotiques au pôle complexe non réel, dans lequel on regroupe les termes par paires complexes conjuguées. Ceci étant rappelé, l'objectif des paragraphes suivants, c'est de montrer que grâce à cette décomposition en éléments simples, on peut calculer, on peut donner une expression explicite de la primitive
de n'importe quelle fraction rationnelle. Et vous allez voir, les primitives qu'on va obtenir, elles sont constituées elles-mêmes de fractions rationnelles et aussi de fonctions ln, et puis on va utiliser la fonction arctangente. C'est terminé pour les rappels, et on rentre dans le vif du sujet, l'intégration des éléments simples, et les éléments simples à coefficient réel. Pourquoi à coefficient réel? Parce que notre fraction rationnelle initiale, elle sera à coefficient réel. Du coup, les éléments simples associés au pôle réel, ils seront naturellement à coefficient réel. Et puis les éléments simples associés à des pôles complexes non réels, on les regroupera par paires complexes conjuguées pour avoir des éléments simples de deuxième espèce à coefficient réel. Donc tous les éléments simples seront à coefficient réel. Et on va démarrer, vous allez voir, tout en douceur avec l'intégration des éléments simples de première espèce. Intégration des éléments simples de première espèce à coefficient réel. En fait, on va en fournir des primitives qui sont écrites ici. Mais vous savez ça depuis toujours, qui diffèrent suivant que l'exposant j vaut 1 ou strictement plus grand que 1, supérieur ou égal à 2. Pour j égale 1, c'est une primitive de 1 sur x puissance alpha, c'est ln de valeur absolue de x puissance alpha, à une constante près. Attention, la figure à droite, elle n'est peut-être pas inutile, je ne suis pas si sûr que ce soit pas un peu abstrait pour vous, cette histoire que une primitive de 1 sur x puissance alpha, c'est ln de valeur absolue. Bah oui, elle est indispensable, la valeur absolue. Pourquoi? Parce que cette fonction 1 sur x puissance alpha, elle n'est pas seulement définie à droite de alpha, elle est aussi définie à gauche de alpha. Bah, pensez à la fonction 1 sur x pour alpha égale 0. Et donc on a des primitives à droite. Ça, à droite, c'est le ln sans valeur absolue. Mais on a aussi des primitives à gauche. Bon, puis après, on a une espèce de symétrie d'imparité pour la fonction bleue 1 sur x puissance alpha. Et donc une symétrie de parité pour les primitives. Donc c'est tout à fait logique que la primitive, ce soit bien ln de valeur absolue de x moins alpha. Ce n'est pas le résultat d'un truc magique algébrique. Ça se voit, ça ne peut pas être autrement. Et puis, un plus c, attention, c'est ce qu'il y a écrit dans le warning au-dessous là. C, on est d'accord, ça veut dire constante, une constante quelconque. En réalité, il n'y en a pas une, il y en a plutôt deux. Pourquoi? Parce que la fonction n'étant pas définie en alpha, les primitives, elles ne sont pas non plus définies en alpha. Du coup, les primitives, elles sont en deux morceaux, un morceau à droite et un morceau à gauche, qui ne se recollent pas au milieu. Et les primitives, elles sont définies à constante additive près. Donc on peut rajouter n'importe quelle constante additive à droite, ça fait une autre primitive, n'importe quelle constante additive à gauche, ça fait une autre primitive. Et il n'est pas nécessaire que ce soit la même constante. Donc ici, on a dessiné trois primitives différentes à droite, trois primitives différentes à gauche. Vous prenez n'importe laquelle à droite, n'importe laquelle à gauche, pas forcément de la même couleur, ça fait une primitive. Ok? Donc ce c, c'est pas tellement une constante, c'est plutôt une fonction constante à gauche de alpha et constante à droite de alpha. C'est une fonction constante par morceau avec deux morceaux constants, quoi. Bon, et puis en dessous, du point de vue de la constante c, qui est en fait le point délicat si on veut, mais du point de vue calcul, c'est différent, mais vous savez faire. Une primitive de cette expression, ça a cette forme. Puisque quand on dérive ce terme, il sort un exposant moins j-1. Et c'est pas la peine d'en dire plus. Passons aux éléments simples de deuxième espèce, en commençant par le cas, le plus simple et le seul au programme, où l'exposant au dénominateur vaut 1. On y va tout de suite. Nous y sommes. Et là, le calcul est un petit peu plus compliqué. Il se fait en deux étapes. Une première étape dans laquelle on va traiter ce terme-là. Quand je dis traiter, c'est absorber ou éliminer ce terme-là, qui est le terme de degré 1 du numérateur, qui au passage n'existe pas forcément au départ. Bêta pourrait être nul, mais enfin supposons qu'il soit non nul, on va commencer par l'absorber, l'éliminer. Pour ça, on va faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur, à un facteur près. C'est ce qu'on a fait là. On a mis bêta sur 2 en facteur. Comme ça, bêta x, il devient 2x. 2x, c'est le début de la dérivée du dénominateur. La suite de cette dérivée, c'est b. Et donc ce terme-là,
il est bien à un facteur multiplicatif près de la forme U' sur U. Et donc il s'intègre en log de U, en log du dénominateur. Et puis ce B qu'on a rajouté là pour faire apparaître la dérivée du dénominateur, il faut bien le compenser. Donc par rapport au coefficient restant delta au-dessus du dénominateur, il faut enlever à delta bêta B sur 2, puisqu'on l'a rajouté ici. Delta moins bêta B sur 2, divisé par le dénominateur qu'on met sous forme canonique. C'est-à-dire x2 plus bx plus c, on l'écrit sous la forme x plus b sur 2 au carré, plus c moins b2 sur 4. Et comme par hypothèse, le discriminant de ce dénominateur est strictement négatif, les deux racines de ce polynôme sont complexes non réelles, cette quantité c moins b2 sur 4, elle est strictement positive. Du coup, on va la noter oméga 2, parce que oméga, ça va nous donner la partie imaginaire des racines de ce polynôme. Ça évoque un peu les pulsations pour les équations caractéristiques d'équations d'oscillateur amorti. Donc oméga, il vaut cette expression. Et en mettant oméga 2 en facteur dans cette forme canonique, le voilà, le oméga 2, il est sorti là. Le plus oméga 2 devient plus 1. Et puis le x plus b sur 2 au carré devient x plus b sur 2 sur oméga au carré. Cette partie-là, on s'en fiche, c'est un facteur constant. Et cette partie-là, elle s'intègre grâce à la fonction arctangente qui nous sauve la mise. Quand on dérive ce arctangente, il y a un 1 sur oméga qui sort. Donc on obtient cette expression-là, fois 1 sur oméga. Le 1 sur oméga qui nous permet de passer de l'exposant 1 ici à l'exposant 2 ici. Et c'est fini. En fait, il n'y a aucun besoin pour vous de maîtriser ce calcul de manière formelle avec des coefficients abstraits. Il suffit de savoir le faire en pratique. Vous faites apparaître la dérivée du dénominateur pour tuer le terme d'ordre 1, et ce qui reste, il y a une constante au numérateur, vous vous débrouillez pour faire apparaître un arctangente. Grâce à la forme canonique, et puis en mettant en facteur ce qu'il faut pour faire apparaître ce joli plus 1. Et c'est fini, on a notre primitive d'un élément simple de deuxième espèce. Toujours à une constante additive près. Là, il n'y a qu'une constante, parce que la fonction elle est définie sur R, le dénominateur ne s'annule jamais, par hypothèse. Et on a terminé. Pour le plaisir, un petit coup d'œil rapide à quelque chose qui est hors programme, comment on intégrerait un élément simple de deuxième espèce avec un exposant supérieur au dénominateur. Vite fait, on va voir à quoi ça ressemble. On y est. Voici le bébé, et j est supérieur ou égal à 2 cette fois-ci. Comme dans le cas précédent, on va tuer, absorber, éliminer le terme bêta x en faisant apparaître ce terme facteur près comme partie de la dérivée du dénominateur, mais du dénominateur sans l'exposant j, enfin du polynôme de degré 2 qui apparaît au dénominateur. Du coup, cette partie-là, elle est de la forme U' sur U puissance j. Elle s'intègre toute seule. Et il ne nous reste plus que constante sur le polynôme à la puissance j. C'est le deuxième terme. Il n'y a plus que celui-là à traiter. Et celui-là, il est super casse-pied. Mais bon, on va juste donner le principe. Et comme c'est suffisamment casse-pied comme ça et que de toutes les façons, on est dans du hors-programme, je vais un petit peu vite. Par changement de variable affine, en prenant la forme canonique, en mettant en facteur ce qu'il faut, on met cette expression-là à un facteur près et changement de variable affine près sous cette forme-là, quand même un petit peu plus simple. Vous voyez, le T2, c'est le x plus b sur 2 au carré. Enfin, divisé par oméga, puisqu'on a aussi mis le oméga 2 en facteur pour faire apparaître le 1. Bref, on a une expression de ce type-là, on peut s'y ramener avec changement de variable affine et un facteur multiplicatif près. Et là, vous sortez l'arme fatale, l'IPP. Donc vous dites le numérateur c'est dt, c'est 1 dt. Le 1, vous le primitivez. Le dénominateur, vous le dérivez. Enfin, le 1 sur le dénominateur, vous le dérivez. Ça fait apparaître un exposant j plus 1. Et puis un t2 au numérateur, parce qu'il y a le t de la primitivation, puis le t de la dérivation du t2, du bref. Et là, vous vous dites,
Mais c'est la déprime, j'ai rien gagné parce que j'étais parti de IJ, je veux plutôt faire décroître J. Or, je suis arrivé à J plus 1. Oui, d'accord, mais en fait, quand vous écrivez donc ce qui est à droite, avec ce T2 qui s'écrit T2 plus 1 moins 1, ça fait apparaître IJ moins I indice J plus 1, vous voyez que vous avez une relation de récurrence entre IJ et IJ plus 1. Donc ça vous permet d'exprimer IJ en fonction de IJ plus 1 ou IJ plus 1 en fonction de IJ. Donc ça vous permet bien de faire décroître les indices. Et en les faisant décroître, 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 au moins sur le principe, vous arrivez à I1. Et I1, c'est un arc tangente. Et c'est fini. C'est bien fini. Merci pour votre attention et bravo. Un bravo tout particulier, pourquoi ? Parce que c'était la dernière vidéo de présentation des notes de cours de l'année. Vous me direz, vu la date, il était temps que ça arrive. Ça a été une sacrée aventure, j'espère pour vous, en tout cas, je peux vous dire pour moi. Donc, merci encore pour votre attention, bravo et bonne continuation.